Bonjour à tous. Microsoft, vous connaissez forcément la marque, mais connaissez-vous l'employeur? C'est cette plongée au cœur d'une entreprise en pleine transformation que je vous propose pour comprendre comment le nouveau business model de Microsoft bouscule ses métiers. Comment, par exemple, on demande à un commercial de vendre non plus des logiciels, mais des solutions, de faire certes rentrer du chiffre d'affaires, mais aussi de partager ce qu'il apprend avec ses collègues. Bref, de jouer collectif. Et pour que ça ne reste pas que des mots, le système de rémunération récompense ceux qui le font et sanctionne les récalcitrants. Voilà, 250 recrutements environ sont prévus cette année chez Microsoft, qui compte 1700 salariés en France. Alors, tendez bien l'oreille, car sa DRH, Caroline Bloch, va nous aider à comprendre quels candidats a ses chances et lesquels ne sont pas vraiment compatibles avec cette culture. Bonjour Caroline Bloch. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Alors Microsoft, je le disais, a changé de business model il y a 3 ans, ça fait un petit moment Oui. maintenant. Pour faire court, vous vendez vous ne vendez plus des logiciels standards, mais vous vendez des solutions. On va essayer de l'expliquer un petit peu. Mais qu'est-ce qui a changé dans le métier de vos commerciaux? Je voudrais comprendre. Alors nos commerciaux, d'abord, ils vendent toujours. Ça, c'est un élément important. Ouais, ça, c'est Voilà, ça fait partie du métier. Après, ce qui a changé, c'est qu'ils vont plutôt aller vendre des solutions. Ils ont à leur disposition tout un tas de produits à vendre. Et l'enjeu, c'est d'aller écouter de façon active le client pour comprendre quel est son besoin business et lui proposer une solution qui va lui permettre de délivrer du résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis capable d'aller écouter mon client, pas que le directeur informatique, mais de comprendre ce dont a besoin un directeur commercial, un directeur marketing, un directeur financier, un DRH. Et à partir de la compréhension des besoins de business de l'entreprise, je rentre au bureau et là, je constitue une équipe avec différents collègues pour pouvoir ensuite proposer une solution qui va générer du business chez le client et évidemment du business chez nous. Ce n'est pas tout à fait pareil que de vendre des logiciels qui font un certain nombre de choses chez un client. C'est plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué, ça nécessite une écoute plus active, ça nécessite d'être curieux, de vraiment écouter l'attente du client et puis de revenir au bureau et de se dire qui je mets autour de la table avec mes collègues pour pouvoir constituer cette solution qui est une solution un peu ad hoc. Ouais. Et en plus, cette équipe dont vous parlez, là, qui peuvent constituer eux-mêmes, c'est pas toujours la même, en fait. Elle peut changer au fil des ventes. Elle peut changer. Vous avez des gens un peu plus techniques, un peu plus en avant-vente, un peu plus du consulting, etc. Mais elle va changer en fonction du type de solution qu'on va construire. Et puis, le type de solution que le commercial va construire pour la vendre au client, il peut, au fur et à mesure des entretiens, changer et évoluer parce que l'idée, c'est que le client lui-même réfléchisse à ce dont il a besoin pour pouvoir faire grandir son business. Donc, il faut être agile en permanence et avoir une écoute et pouvoir mobiliser aussi l'énergie de ses collègues. Ok. Ça, c'est ce qu'ils font chez le client. Oui. Quand ils sont de retour, est-ce qu'ils échangent avec leurs collègues, avec leurs homologues commerciaux pour, je sais pas, s'échanger des bonnes pratiques de vente, une solution qu'ils auraient réussi à caser et qui pourrait servir pour un autre? Ils le font, ça? Alors ça fait partie un peu de notre nouvelle culture qui est 1 + 1 = 3, c'est-à-dire que quand on est plusieurs, on peut réfléchir plus intelligemment, trouver des solutions créatives et puis faire ce qu'on appelle du reuse, c'est-à-dire mon collègue a développé quelque chose qui paraît intelligent pour un client qui est effectivement pas tout à fait le sien et je le réutilise et à partir de ce que je réutilise, j'invente un petit quelque chose en plus et je propose à mon client une solution qui est déjà peut-être utilisée ailleurs et que j'ai ensuite améliorée. Jouer collectif, ça c'est super important chez vous. Et pour que cette dimension collective puisse exister, vous devez la récompenser. Est-ce que concrètement c'est prévu dans le système de rémunération de les rémunérer sur ça? Parce qu'on sait qu'ils ne sont pas spécialement collectifs, les commerciaux, ils sont plutôt solos. Alors, justement, Microsoft s'est un peu creusé la tête maintenant sur ce sujet-là. Et donc, notre nouveau patron, Satya Nadella, a donc poussé une nouvelle culture dans l'entreprise. On appelle ça en anglais la culture du growth mindset, c'est-à-dire avoir une dimension développante. Je suis développant quand je réfléchis pour mon client, je suis développant et je crée du plus quand je réfléchis en interne avec mes collègues, etc. Et derrière cette notion de développement, on est plus efficace pour développer et créer du nouveau et répondre aux besoins à plusieurs. Et donc on a mis en place un nouveau système d'évaluation de la performance. Donc maintenant on ne délivre pas du résultat, ça s'appelle de l'impact. Il y a 3 composantes. Mes résultats personnels, c'est-à-dire ce qu'on appelle les key accomplishments, ce que j'ai délivré, mon chiffre d'affaires en tant que commercial. Et il y a 2 autres dimensions. C'est une première dimension, c'est comment j'ai invité les autres à collaborer pour produire ce que j'avais à produire. Et la troisième, c'est comment j'ai répondu positivement aux invitations de mes collègues pour produire ce qu'ils ont à produire. Et en fait, on essaye, donc on teste de réconcilier la dimension ma performance individuelle en mettant dans la dimension performance individuelle une notion de responsabilité collective. Je suis acteur du collectif, moi aussi. Et donc ça, c'est rémunéré?
C'est rémunéré puisque les trois composantes se résument en impact. Et donc, on va rémunérer un niveau d'impact, c'est-à-dire un niveau de résultat. D'accord. Combien de fois vous évaluez dans l'année parce que normalement, dans une boîte, il y a un entretien d'évaluation annuel, et c'est tout. Pas chez vous, je crois. Alors, chez nous, on a essayé de gagner en agilité, de sortir du grand entretien annuel où on passe 3 heures à faire une revue de business, qu'on a fait, pourquoi, comment, etc. Ouais. On fait ce qu'on appelle des connects. Ce sont des rendez-vous qui durent à peu près 1 heure, 3 ou 4 fois par an, où on est très centré sur ce que j'ai fait le trimestre précédent, comment je l'ai délivré, comment j'aurais pu faire différemment pour pouvoir faire autrement demain et me préparer à délivrer ce que j'ai à délivrer en termes d'action pour le trimestre d'après. On fixe une bonne fois pour toutes en début d'année les grandes priorités et ensuite on essaye d'avoir des rendez-vous agiles de 45 minutes à 1 heure régulièrement. Ce qui permet de ne pas se retrouver le bec dans l'eau une fois par an sans pouvoir corriger, quoi. Alors, ça permet plusieurs choses. Ça permet d'avoir des discussions obligatoires régulières entre collaborateurs et managers. Ouais. C'est toujours mieux quand on les prévoit, même si on a de bonnes intentions. Il faut être structuré. Et puis, ça permet aussi d'ajuster régulièrement au cours de l'année, parce que dans des entreprises comme Microsoft qui sont agiles, le business va très vite et vous pouvez d'un trimestre à l'autre avoir nécessité de réajuster les objectifs et ce qu'il y a à produire. Ça veut dire que les managers ont un rôle assez particulier chez vous, mais est-ce qu'ils contrôlent ? C'est pas tabou le contrôle ? Non, c'est pas tabou. C'est-à-dire qu'un manager, son travail, c'est de manager. Et dans manager, il y a je contrôle et je m'assure que ce que j'ai demandé à mes troupes de délivrer est délivré. Par contre, dans sa façon d'animer, il a un rôle un peu différent. La première chose, c'est qu'un manager chez Microsoft, il doit être ce qu'on appelle coach et mentor, c'est-à-dire il accompagne son équipe de commerciaux, de marketeurs, etc. pour faire en sorte qu'il soit efficace avec son client, avec ses collègues en interne, sur la façon dont je vais procéder, comment je vais influencer, comment je vais fédérer, etc. Il a un deuxième rôle très important, c'est que c'est un animateur de sa communauté de collaborateurs et d'une communauté un peu élargie. Donc il fait des fêtes. Il peut faire des fêtes, mais il peut faire aussi des... Il récompense les réussites aussi. Exactement. Ça en fait partie, oui. Et donc animer la communauté, ça veut dire j'anime mon équipe, je lui fais rencontrer d'autres équipes, je crée des événements entre plusieurs équipes, etc. pour faire en sorte de générer des connexions et que chaque collaborateur ait le bon réseau en interne justement pour aller chercher ses collègues et y faire appel quand ils en ont besoin pour les biens du business. Ça, c'est très particulier aussi. Ça fait partie de votre culture. Alors, vous recrutez environ 250 personnes cette année, majoritairement des commerciaux, j'imagine. Une bonne partie de commerciaux, mais on recrute aussi des gens pour le côté marketing. On va recruter aussi sur la partie technique et conseil des consultants. Pas que des commerciaux. Donc, consultants, c'est profil ingénieur ? C'est des profils ingénieurs, oui, absolument. D'accord. Oui, avec plutôt de l'expérience. Et aussi des débutants, puisqu'on recrute 30 jeunes par an. Oui, donc sur quel type de fonction ? Sur tous les types de fonctions, ces 3 types-là. Alors côté recrutement, justement, quels profils ont une chance d'être compatibles avec la culture très particulière de Microsoft ? Les profils, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les personnalités, on va dire ? Alors de façon générale, il faut des gens qui aient le sens du résultat. Il faut des gens qui soient agiles, curieux. Curieux, ça veut dire je suis face à une problématique. Je peux aller voir mon patron en lui disant « Chef, j'ai un problème ». Et ce qu'on lui demande, c'est d'arriver avec des idées, de solutions, de personnes à contacter, d'hypothèses, pas forcément avec la solution finale, mais qu'il soit curieux de façon générale, qu'il soit capable d'aller chercher l'information lui-même, qu'il soit capable d'aller prendre toutes les sortes de contacts pour pouvoir avancer sur la problématique à traiter. Et puis, il faut des gens qui ont un bon sens du travail en équipe. Qui aiment le collectif, comme on disait le tout à collectif. l'heure. Et puis qui soient aussi... ce qu'on appelle inclusif, c'est-à-dire je suis capable de travailler avec des gens différents, je suis capable de m'adapter à différentes cultures, différentes personnalités, différents types de métiers. Ça, c'est très, très important chez Microsoft. Parce qu'en plus du collectif, il y a travaillons ensemble et avec des gens différents de nous. Et ça, normalement, ça va générer du plus pour le client, pour le collaborateur et pour l'entreprise. Les bons profils de commerciaux, c'est très rare. Consultants, c'est un peu pareil. Alors, vous avez une équipe européenne de sourcing pour les trouver, c'est ça ? Comment ils travaillent, ces gens ? Alors, en fait, il y a 1 an, on a changé notre organisation. Et en fait, ils travaillent en équipe projet. C'est-à-dire que les recruteurs des différents pays en Europe vont se mettre ensemble régulièrement, tous les 15 jours. Ils vont identifier les types de profils à aller chercher. Et donc, les sourceurs se mettent en équipe projet pour aller chercher les bons commerciaux ou les bons consultants
en une seule équipe dans différents pays d'Europe. D'accord. Pour différentes raisons. D'abord parce que quand vous élargissez le champ de recherche, vous avez plus de chances de trouver les collaborateurs que vous cherchez. Mais ils vont débaucher où? Ils vont débaucher chez les concurrents? Ils vont débaucher chez les concurrents. Ouais. Ils vont aussi parfois débaucher dans des entreprises un peu différentes des nôtres, comme des startups. Ah bon? Et puis, ils vont aussi, oui, parce que chez Microsoft, dans cette culture d'innovation, vous avez une culture de start-up, quand bien même vous êtes dans une grande entreprise. Et puis, de temps en temps, on va chercher des profils dans des business très différents, justement pour avoir des façons de penser, des façons d'aborder le client et le marché un peu différents. Donc, différents du logiciel, vous voulez dire? Oui. Donc, ça peut être dans l'automobile, par exemple? Vous pouvez aller chercher des gens dans l'automobile, vous pouvez aller chercher des gens dans la banque, vous pouvez aller chercher des gens dans l'agroalimentaire, vous pouvez aller chercher des gens dans la pharmacie, un peu différents. Ouais, c'est intéressant pour les gens. On va en chercher quelques-uns pour justement pouvoir avoir des équipes diverses. Alors, la question que les candidats n'osent pas vous poser, mais bon, voilà, vous avez une réputation aussi, on bosse beaucoup chez vous. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que je vais bosser, si jamais je rentre chez vous, est-ce que je vais bosser le week-end, la nuit? Est-ce que j'aurai des horaires de travail tellement à rallonge que je ne verrai plus ma famille? Enfin, je sais que vous avez des dispositifs pour empêcher ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, Microsoft est une entreprise où on s'investit beaucoup. Après, s'investir beaucoup, ça ne veut pas dire passer le jour, la nuit, le week-end, le samedi et le dimanche. Ouais. Ça veut dire travailler de la bonne façon, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et pour ça, on a mis en place ce qu'on appelle les 4-4, c'est-à-dire c'est des règles de vie en collectivité chez Microsoft. Vous avez un certain nombre de règles de vie que l'on surveille comme le lait sur le feu, et 2 règles de vie qui peuvent être intéressantes à partager. Donc, il est interdit de faire les mails de week-end. Alors, à la question, est-ce que c'est vrai? À 80%, c'est respecté. Et quand ça commence à dérailler un peu trop, je reviens au comité de direction en disant attention, ça déraille. Vous avez par exemple des horaires recommandés pour faire en sorte que les réunions commencent pas avant 9h30 et ça ne se termine pas avant 18h30. Je n'ai pas dit commencer après 18h30. Ça ne se termine pas après 18h30. Ça ne se termine pas après 18h30, voilà, pour que chacun puisse ensuite s'organiser comme il veut. Et c'est respecté? Et c'est respecté à, pareil, 80%. Vous avez toujours des petits contrevenants. Mais Et puis, une autre règle de vie importante, c'est le travail à distance. Alors, on ne parle plus de travail à la maison maintenant, on parle de travail à distance. Je suis en dehors du campus, je travaille à distance, où je veux. Et il y a des règles de fonctionnement du travail à distance qui permettent de faire en sorte d'avoir des réunions en conférence téléphonique, organisées de la bonne façon, avec un agenda, des comptes rendus, des basiques de vie collective ensemble, à la fois tous ensemble au campus et puis avec un bon nombre de nos collaborateurs à distance. Donc tout ça, c'est contrôlé parce que vous appelez des sentinelles, les Life at Microsoft, d'après ce que j'ai appris. Oh oui. Alors, donc c'est ça qui rassure, parce qu'en fait, il y a des gens qui s'assurent que personne ne déborde. En fait, les Life at Microsoft, ce sont des champions, quelque part, qui nous aident à surveiller que le niveau de bien-être de chacun est plutôt le bon. Et on les réunit une fois tous les 2 mois. Et en gros, on leur demande du feedback. La culture du feedback chez Microsoft, c'est très important. Et donc, ils nous disent, bah voilà, là, ça redéborde. On a des réunions qui commencent trop tôt le matin, qui finissent trop tard le soir. Ou on a entendu qu'il y avait des échanges de mails qui n'étaient pas de la bonne façon et dans les bonnes heures. Et on redonne le feedback au manager en disant, essayez de redresser la barre. Et même si vous avez des impératifs business, c'est-à-dire qu'il faut closer à tout prix, etc., ça passe jamais avant? Alors, on reste évidemment pragmatique et centré sur le résultat. S'il y a une urgence client parce qu'il faut travailler une fois tard, parce qu'en équipe, on a absolument besoin de répondre à un appel d'offres, évidemment, on le fait. Mais par contre, on va veiller à ce que les gens ne reviennent pas le lendemain matin à 7 h au bureau et qu'ils soient dans des horaires normaux. Oui, donc vraiment préoccupation de l'équilibre des temps de vie. Merci beaucoup, Caroline Bloch. Je vous remercie beaucoup pour votre temps aussi. Merci d'être passée par ce plateau. J'espère que vous connaissez mieux le côté employeur de Microsoft et que ça vous a donné envie de postuler. En tous les cas, les yeux grands ouverts. À très bientôt.